Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Marie-Angèle Bongard, plus connue sous le nom d'Alizarine Teinture. Bonjour Marie-Angèle. Bonjour Pauline. Alors, je vais te demander de nous parler de ton parcours, de te présenter et de nous expliquer un petit peu ton cheminement, s'il te plaît. Bonjour à tous. Donc mon parcours, j'ai fait un BTS en embellissement textile il y a 20 ans. Donc j'étais dans la partie chimie synthétique. Suite à ça, j'ai fait un diplôme supérieur en art appliqué en création textile. Et puis je suis partie au Bangladesh justement pour voir l'envers du décor, voir comment ça se passait. Ça m'a vite donné, on va dire, les valeurs que je voulais suivre et celles que je ne voulais pas suivre. Donc après, j'ai continué dans la mode quand même avec Morgane de Toit qui fabriquait en Tunisie. Donc là, j'étais en rapport aussi avec les teinturiers tunisiens et la couleur. Puis j'ai enchaîné avec 10 ans de chef de produit dans les montures de lunettes parce que je voulais faire du Made in France. Donc là, on fabriquait dans le Jura. Et j'ai continué à travailler la couleur à travers les matières, les matériaux, le bois, l'acétate, le tissu aussi. J'ai continué mon parcours professionnel en intégrant un atelier de soie à Tours, où on faisait du tissu d'ameublement, pour finir après 2 ans, il y a 2 ans justement, à vouloir créer ma structure qui s'appelle aujourd'hui Alizarine Teinture. Donc j'ai fait pendant 1 an et demi, j'ai intégré une couveuse d'entreprise, et là je me suis lancée depuis le 1er mars. Ok, alors tu as déjà dit plein de choses hyper intéressantes et je sais qu'il y a des curieux et des curieuses au bout du casque. Du coup, j'aimerais bien que tu détailles un petit peu ton expérience au Bangladesh. Qu'est-ce que tu as vu, comme tu dis, qui t'a interpellé et qui t'a remis, on va dire, les idées ou les volontés en place? Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi? Alors le plus marquant, on parle aujourd'hui de RSE, mais c'est vraiment le travail social, de voir des enfants travailler, même des femmes très jeunes, et puis les conditions de travail justement qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, de voir aussi des tissus séchés en plein air et d'avoir des retards de livraison parce que c'est la mousson, et que justement quand on parle de rejet d'eau et d'ennoblissement textile aujourd'hui, qui est malheureusement la partie la plus polluante de la fabrication du textile, j'en ai vu le réel. Et même la notion de test et de qualité, parce que les Européens demandent des certifications, et les certifications du Bangladesh ou de Chine ne sont pas du tout les mêmes que les certifications européennes. Donc c'était ce grand décalage entre eux pensant bien faire en contrôlant le pH de l'eau, en se disant que le pH était bon, donc finalement leur rejet était correct, mais ils ne contrôlaient que le pH, malgré les eaux usées qui rejetaient avec tout ce qu'il y avait dedans en fait, dans les métaux lourds et d'autres choses. Ça m'a bien. Je te pose cette question, c'est pas anodin, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est de la non-connaissance ou le fait que les entreprises ne creusent pas ou préfèrent se dire que c'est fait ailleurs et on regarde pas vu que c'est pas chez nous. Mais en tout cas, c'est un sujet qui va être abordé. On va avoir notamment l'écrivaine Audrey Millet qui a écrit le livre noir de la mode que je suis en train de terminer pour justement aborder ces sujets-là parce qu'en fait, je pense qu'on n'est pas tous et toutes au courant et que c'est important de bien en reparler. Donc, c'est pour ça que je te posais cette petite question qui n'était pas anodine. Et ensuite, j'avais des questions parce que quand tu m'as parlé des lunettes, je t'avoue que moi, je n'ai aucune connaissance. Je porte des lunettes depuis que je suis toute petite, mais je n'ai aucune connaissance de la matière que je mets sur mon nez tous les jours. Et je ne sais pas du coup la couleur. J'aimerais bien que tu m'expliques comment justement on appose de la couleur sur de la lunette, quelles sont les matières utilisées. Et le truc le plus surprenant que tu as cité, c'est du tissu dans les lunettes. Et donc là, j'aimerais vraiment que tu nous éclaires parce que je ne vois pas pour le coup. Alors, moi, j'ai eu la chance d'intégrer une marque qui s'appelle Lafon, si je peux la citer, qui est encore spécialiste, on va dire, de la couleur dans les montures de lunettes, puisqu'elle avait été à l'origine, Madame Lafon était
styliste textile. Elle travaillait justement la matière et la couleur, et c'est elle qui m'a embauchée il y a très longtemps. L'idée, c'est que justement, elle intégrait la couleur dans l'acétate de cellulose. Donc l'acétate de cellulose, c'est la version plastique des montures de lunettes, qui est une matière cellulosique, une matière aussi qui se teint, puisqu'elle était la première à avoir trempé des lunettes en cristal dans un bain de teinture justement pour faire des lunettes colorées. Et après, justement, dans les années 80, elle avait mis des tissus de tartan, donc des motifs géométriques pour les montures enfants, pour faire insérer du tissu en fait entre deux plaques d'acétate justement pour faire des montures enfants. On a repris l'idée avec son fils 20 ans après. Et là, j'ai eu la chance justement de travailler avec Liberty, fabricant donc de textiles à motifs avec des matières très fines, des cotons justement très très fins pour pouvoir l'intégrer facilement dans l'acétate, et de travailler justement avec les fabricants d'acétate de cellulose donc en Italie, parce qu'on peut justement fabriquer l'acétate soit par couche, donc en faisant justement des strates et en mettant, on peut mettre du tissu dedans, on peut mettre des plaques de couleur dedans et faire des superpositions, et après quand on vient travailler la matière, on fait apparaître des couleurs. Donc c'était un travail justement de 3D de la couleur. Et on peut aussi faire des blocs de matière où c'est plein de petits morceaux de matière justement qui s'imbriquent les uns dans les autres pour faire justement des écailles. Enfin, ce que tu portes justement. Ouais, je crois que j'ai sur le côté des petites écailles. D'accord, ok. Justement, le côté marron, jaune, lumineux et transparent de la matière est très intéressant justement à travailler, puisque on joue avec la lumière et on joue aussi avec le porté, puisqu'au fait une lunette est vraiment essayée comme on essaye une chaussure, on va dire, et la couleur du visage et les traits du visage font qu'une lunette peut être complètement perçue différemment sur un visage ou sur un autre. Et donc c'est vrai que le travail de la matière, c'était le travail de la transparence, le travail de l'opacité, le travail des matériaux, donc l'acétate de cellulose. On avait travaillé sur du bois, sur des matières injectées, sur du métal aussi. Et puis tout le rapport aussi aux allergies, puisque je travaillais aussi donc en amont sur le développement et après en aval sur la qualité. Et les premiers retours sur les allergies, des gens en fait qui ont fait des allergies aux montures de lunettes, et de comprendre pourquoi, donc d'analyser aussi si c'était quelle couleur, quel matériau. Et en fait, on s'est souvent rendu compte que c'était les crèmes que portaient les clientes sur le visage qui avaient une interaction avec la matière et qui faisaient du coup l'allergie. Mais comme c'est des contacts au niveau des patins et au niveau des oreilles, en fait, les seuls endroits, ça serait là au niveau le haut du nez, c'est ça, c'est quand on fait une allergie à ce niveau-là, des fois, ça devient catastrophique. Donc c'est pour ça que je me suis posé aussi la question du côté hypoallergénique et même de qu'est-ce qu'il y avait dans les couleurs en fait. Et puis justement, de fil en aiguille, moi j'avais commencé à faire aussi un peu de couleurs naturelles. Donc par rapport à tout le réseau que tu as découvert, j'avais commencé justement avec Color Ton Monde à Sceaux à faire une journée de formation. Puis après, je suis allée chez Michel Garcia. Je suis retournée après chez Michel Garcia. Et puis j'en ai rencontré d'autres aussi. Et c'est vrai que je voulais justement que la couleur devienne parle d'elle-même. Alors c'est vrai que je voulais l'inclure dans le textile puisque c'était je dirais mon ADN, mais qu'elle soit aussi dans le design, on va dire en général, parce que justement suite au travail sur la lunette, je me suis dit que ce serait intéressant de l'intégrer aussi dans d'autres matériaux, voire même des biomatériaux aujourd'hui ou d'autres choses. Donc formé par couleur de plante, t'as dit? Couleur Ton Monde. Couleur Ton Monde. J'avoue que les noms sont assez proches dans les assos, les noms, les formations. Donc Couleur Ton Monde. C'était Michel Garcia. Voilà, Michel Garcia. J'ai aussi rencontré Magali Bontou dans la Drôme. J'ai rencontré aussi Marie Longhi à Icina, avec laquelle j'ai aussi participé. Donc l'association. Et l'idée, c'est que quand j'ai commencé ma structure, j'ai fait un petit peu un tour de France de l'existant, des teinturiers et des teinturières, déjà pour me former, pour aussi les rencontrer et savoir justement ce qu'il était possible de mettre en place, puisque en fait, c'est là où moi je suis un petit peu tombée de ma chaise aussi, c'est que ça fait déjà 20 ans qu'il y a plein de choses qui existent. Greening existe depuis déjà un certain temps. Couleur de plante, justement, le crit horticole de Rochefort, puisque je viens de La Rochelle, existe aussi depuis 20 ans. On a déjà travaillé sur les plantes tinctoriales. Il y a déjà eu des efforts de fait justement dans l'industrie textile, mais malheureusement à cette époque-là, il y avait soit pas les clients, soit le process était abouti mais trop cher. Enfin, ça n'a pas du coup décollé. Et là, je pense que depuis quelques années, on va dire 3-4 ans, il y a vraiment une volonté, en tout cas. Enfin, il y a des gens qui se reposent la question à ce sujet-là. Tu as fait un tour de France pour rencontrer les acteurs, te former, etc. Et donc, ça a commencé comme ça, en fait, Alizarine Teinture. C'est d'abord une immersion dans ce monde-là pour comprendre là où tu pouvais apporter, toi, ta pierre à l'édifice, on va dire.
Et du coup, c'est créé depuis 1 an et demi? 1 an et demi parce que j'étais en couveuse d'entreprise. Couveuse, ouais, voilà, c'était ça. Voilà, donc c'est une association en fait qui permet justement de développer son activité et de voir si elle fonctionne. J'ai eu la chance de me dire que ça fonctionnait suffisamment pour gagner ma vie justement, donc de me lancer aujourd'hui, enfin voilà, on va dire depuis le 1er mars. Donc ça c'est très intéressant pour moi et c'est vrai que c'est un gros travail de réseau. Puisqu'en fait, je fais beaucoup de prospection. Donc je rencontre les marques pour parler de la couleur naturelle, je rencontre les teinturiers pour parler de la couleur naturelle, puisqu'en fait, si on veut en produire, il faut savoir où le faire. Et puis, moi, je pratique aussi, mais je vais aussi dans les écoles un petit peu pour aussi, je dirais, diffuser la bonne parole aux étudiants qui sont les futurs fabricants de demain. Je travaille aussi sur la professionnalisation, sur le côté Made in France, en fait, à force de faire ce réseau, j'intègre aussi les réseaux comme Fashion Green Hub qui sont aujourd'hui à Roubaix ou à Lyon, qui veulent aussi travailler sur le Grand Ouest. J'intègre aussi ma région Nouvelle-Aquitaine qui veut travailler aussi sur l'environnement et l'écologie. Et donc, avoir un regard textile aussi différent des autres régions qui sont très moteurs aujourd'hui, comme Troyes justement, Lyon ou Roubaix, qui sont aujourd'hui des plateformes textiles très vives. Et donc, de voir aussi, moi, à mon échelle, comment je peux aussi intégrer les colorants naturels. Donc pas forcément que dans le textile, ça peut être aussi dans les biomatériaux, ça pouvait être aussi dans les lunettes, puisqu'on a aussi essayé, et dans d'autres secteurs. Et donc du coup, là, toi, tu es basée, ta structure qui vient d'être créée, elle est basée? À La Rochelle. À La Rochelle, ok. Et donc ton activité, donc c'est ce que j'essayais de te demander, tu es donc consultante en couleur végétale, on va dire. Oui, alors en fait, je suis teinturière dans un premier temps, puisque je pratique moi-même la teinture, sauf que je voulais trouver des recettes de teinture pour les les artisans grande échelle ou les semi-industriels, voire même la grande industrie. Au début, je pensais qu'on avait des solutions concrètes, c'est-à-dire qu'avec toutes les formations et les stages qu'on a fait, on comprend que la couleur, elle peut être vive, qu'elle tient, qu'il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, quand on passe à la passe industrielle, c'est-à-dire que sur des échantillons de 10 grammes, ça marche très bien. Sur 1 kilo, déjà, ça marche bien, mais il y a déjà des fois des choses qui ne vont plus. Et sur 20 kilos, ça change encore complètement les critères. Finalement, aujourd'hui, je suis spécialisée, enfin, je dis consultante parce que je suis vraiment spécialisée en R&D. C'est-à-dire D'accord. que je propose un service de recherche de recettes et pas de solution finale. On a plein de surprises tout le temps. Et que justement, même si on a un savoir-faire dans les livres et dans les formations qu'on apprend, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la recette miracle, que chaque matière est différente, que chaque matière étant préparée différemment, que ça soit la laine, qui prend très bien la couleur justement, la soie, les matières naturelles, donc on parle après du coton, du lin, du chanvre. Et puis il y a aussi des matières synthétiques. Alors on a tendance à dire couleur naturelle, matière naturelle, ce qui est logique, puisqu'à la base, au XVe siècle, c'était quand même ça. Et puis les matières de l'époque, c'était les matières naturelles aussi. Mais en fait, on se rend compte que ça peut teindre aussi quelques matières synthétiques comme le polyamide. Ça peut teindre aussi des mélanges, ça peut teindre des matières recyclées. Finalement, ça peut teindre d'autres matériaux. Alors, soit on teint, soit on utilise des pigments, comme le disait Grény. Il y a les colorants qui teignent et les pigments aussi qu'on peut utiliser en impression ou qu'on peut mélanger à d'autres matières. Ouais, donc là, tu ouvres une belle porte parce que depuis le début, donc là, on est à peu près une vingtaine d'épisodes enregistrés. C'est vrai qu'on est resté sur le fait que, comme tu le disais, on restait sur le fait couleur naturelle, fibre naturelle, malgré le fait que dans les livres, moi j'ai commencé à voir que voilà, ça pouvait s'étendre plus, et c'est bien que tu mettes voilà un pied dans la porte, qu'on ouvre cette porte sur, en fait, ça peut teindre d'autres choses, et en fait, c'est infini cette couleur, elle peut s'appliquer, mais bien sûr, comme tu dis, il y a tout un travail de recherche et de compréhension et des procédés et des matériaux utilisés, etc. Donc, je suis ravie que tu ouvres cette porte. Message qu'on veut faire passer aussi, parce qu'aujourd'hui, en fait, souvent c'est le prix de la coloration naturelle qui rebute aussi les industriels ou même les gens dans la mode. Parce que finalement, aujourd'hui, une couleur synthétique, c'est une molécule de la pétrochimie et ça coûte vraiment rien. Alors qu'une couleur de plante, c'est un agriculteur, c'est une valorisation d'un terroir, c'est une récolte, donc c'est saisonnier, c'est comme un vin, hein, c'est justement un terroir, un cépage, des années qui sont différentes les unes des autres. C'est à sortir les extraits tous les ans pour avoir plus ou moins la même couleur justement en constance. Et puis c'est des acteurs humains. Et c'est vrai que c'est de l'humain et c'est pas de la chimie. Synthétique, pardon. Parce que la couleur naturelle, pour moi, ça reste de la chimie. On voit bien donc dans ton travail
Donc le mot consultante, en fait, faudrait l'étendre, teinturière, consultante et on va dire chercheuse de procédés, d'applications. Bon, il faudra trouver un nom, mais voilà. Du coup, ça consiste vraiment, comme tu disais, à aller frapper à la porte des marques. Est-ce que dans ton tour, donc tu as fait plus d'1 an et demi de tour de France, on va l'appeler comme ça, quel retour, quelle analyse toi tu fais? Tu as parlé un petit peu d'une montée de la demande, on va dire, ou en tout cas de la connaissance de la couleur végétale et des pratiques de teinture naturelle. Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu as d'autres analyses que tu peux nous partager de ce que tu as perçu, toi, en défrichant le sujet comme ça en 1 an et demi? Moi, je trouve qu'il y a une vraie volonté, aussi bien de jeunes expériences justement de cultivation de plantes. Alors parce qu'il y a justement déjà des grands acteurs, mais il y a aussi des jeunes qui se font, qui veulent cultiver des plantes à plus petite échelle et de façon régionale. Il y a une revalorisation de la WED, par exemple, dans le Nord. Je travaille aussi, enfin, je suis en contact aussi avec l'université de Béthune. Il y a l'ENSET à Roubaix aussi qui est très acteur. Et c'est vrai qu'il y a un vrai dynamisme aujourd'hui, dans le sens que aujourd'hui justement, enfin, j'ai même eu l'occasion d'intervenir en table ronde la semaine dernière, puisqu'il y a vraiment une volonté d'avoir un autre regard sur la teinture aujourd'hui. On sait que c'est quelque chose qui pollue, et les gens veulent donner du sens et se poser les bonnes questions par rapport à ça. Et le souci aujourd'hui, c'est justement de retrouver tous les acteurs qui sont présents, parce que souvent ils sont méconnus, de savoir où on en est chacun, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont faites et d'autres qui sont même encore plus avancées, mais on ne le sait pas parce que c'est soit secret, soit en cours, parce qu'il y a aussi le côté on veut être les premiers à l'avoir fait et sorti, et que bah du coup c'est pas encore divulgué. Moi-même, je travaille des fois avec des contrats de confidentialité sur certains projets parce que il y a des choses qui se font, mais on n'a pas encore le droit d'en parler. Et l'idée, c'est que justement, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de chacun sur la consommation d'énergie, sur l'empreinte carbone, puisque aujourd'hui, l'idée des plantes tinctoriales, c'est qu'on sait exactement où c'est fait et comment. Et il y a vraiment des vraies valeurs, je trouve. Et ça, je trouve que c'est super important parce qu'il y a plein de teinturières aujourd'hui qui ont envie justement de passer le cap de plus que du beau et du travail des plantes, de la récolte, du côté artistique. Et il y a vraiment une volonté que bah, demain, justement, elles vont teindre des vêtements. C'est pas juste un accessoire, c'est pas juste un coussin, même s'il y a aussi de très belles choses en ameublement. Mais c'est aussi de se dire, bah, on porte quelque chose au quotidien, c'est sur notre peau. Qu'est-ce que ça peut faire? Comme les gens commencent à prendre aussi conscience de tout ça au niveau grand public, le public est curieux, les gens viennent dans les ateliers de teinture. Il y a quand même énormément de teinturières qui font des ateliers de teinture grand public. Et il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, qui ont déjà fait 1 fois, 2 fois, qui justement recherchent en fait cette démarche. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une dynamique positive. Après, il faut pas faire du greenwashing parce que c'est facile aussi. Mais justement, c'est ça l'ambiguïté. Et je pense qu'il y a aussi un constat de se dire que il y a 150 ans, la pétrochimie a, je dis pas mis de côté le naturel, mais un peu trop radicalement. Nous, maintenant, avec le naturel, je dirais, faut pas qu'on fasse comme eux, faut qu'on s'intègre. Exactement. On voit aussi ce qu'ils font parce que c'est pas, les teinturiers aussi se remettent en question. Ils ont déjà travaillé sur des process plus vertueux en utilisant déjà des biomatières ou des bioproduits, ou du moins des produits qui sont déjà moins polluants. Et moi, aujourd'hui, je suis plus dans une notion d'hybridation, d'en mettre le colorant naturel dans leurs recettes ou de voir comment, en fait, vu qu'on part de la couleur et qu'elle a un coût, et ben, on va déconstruire la recette de base pour justement la rendre plus vertueuse et en tout cas de meilleure qualité que ce qu'ils avaient au préalable. Et c'est vrai que parce qu'on part de la couleur au début, aujourd'hui au textile, souvent on met la couleur à la fin d'une fabrication de mode. Là, ça veut dire parler dans le développement, rien que déjà pour les stylistes et même pour la partie marketing, c'est réfléchir autrement en fait. C'est parler donc du vêtement en commençant par la couleur, voire même le motif, si on peut parler dès le départ en fait. Donc c'est vraiment une nouvelle démarche en fait de fabriquer un vêtement, puisqu'on fait dans le sens inverse. Et tu parles de recettes hybrides. En fait, toi, ton objectif, c'est de proposer des pistes d'amélioration pour être plus vertueux en termes d'impact, on va dire, de pollution, etc. Donc, tu pourrais combiner, c'est envisageable pour toi de combiner donc, des colorants de synthèse avec des colorants naturels alors, pour réduire. Oui, alors c'est pas combiner les colorants, c'est que combiner les préparations de matière. Parce qu'en fait, ça, Michel Garcia nous le dira toujours, c'est que pour que la matière soit bien teinte, il faut bien la préparer en amont, notamment même avec le coton, avec l'engalage,
après le mordançage et la teinture. Et finalement, pour les fibres cellulosiques, il faut justement penser à une bonne préparation. Et ce qui fait aussi après la liaison chimique avec le colorant, c'est d'avoir le bon mordant. Et donc savoir aussi si on prend un mordant naturel, un mordant chimique, comment ça se passe. Et finalement, quand je parle de solution hybride, c'est que un industriel va peut-être faire un blanchiment bio et pas forcément un engalage, mais après il va peut-être quand même faire un engalage où il va faire une préparation qui va faire quelque chose de similaire. Et l'idée, c'est que finalement, petit à petit, il va venir à des recettes semi-artisanales qui sont semi-industrielles. Mais c'est plus de dire que les recettes aussi qu'on apprend en atelier, que moi je suis à la lettre pour moi, parce que je pense que c'est quand même, on a des références et qu'elles fonctionnent. Parfois, on a besoin justement de, suivant les matières, ou même quand on est dans les biomatériaux, où là, il n'y a plus de mordant, c'est de se dire comment on les inclut. Et finalement, là, c'est sur des recettes complètement différentes. Et c'est des choses que seuls les industriels aujourd'hui ont le savoir-faire, en fait. Donc, c'est de comprendre leur savoir-faire et de le mixer avec le nôtre. D'accord, je comprends mieux. Du coup, aussi pour préciser, on va également recevoir des teinturiers de teinture synthétique pour comprendre, c'est ce que je te disais quand on était à deux avant, pour comprendre aussi leurs problématiques et les avantages et les inconvénients et aussi tout le chemin qu'ils sont en train de faire parce que il faut pas croire que tout est noir, il faut pas croire que qu'il y a rien qui avance, au contraire. Et en fait, c'est bien aussi de dire que de leur côté également, ils avancent à grands pas et on a aussi des témoignages qui vont arriver sur les après. Qui sont donc on parle beaucoup de la teinture parce que c'est là où on met la couleur, mais il y a tous les après et apparemment là également c'était pas terrible en termes de pollution et ils sont en train de je vois ta tête, les gens ne le voient pas, mais ils sont en train de faire des progrès. Est-ce que là-dessus, tu as des notions d'après qui soient plutôt en train de s'améliorer? Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus ou... Oui, alors, les teinturiers avec qui je travaille vont me dire: «Ah mais t'as déjà dit nos secrets». Et alors je vais pas les citer et on me dira rien sur la marque du produit. Mais justement, on parle d'adoucissants sur les apprêts. Mais aujourd'hui, il y a déjà des adoucissants qui sont, justement, plus écologiques ou même, bio ou qui sont déjà issus, des cires végétales ou des choses comme ça. Et en fait, ils ont déjà en fait sur, les apprêts justement, ils ont déjà accès en fait à des propositions plus écologiques et même plus naturelles. Et c'est pareil, c'est si client leur demande parce que c'est forcément un adoucissant ou un apprêt qui est plus coûteux. Et même si eux, on pourrait avoir la volonté de le faire, à la fin, le client, il veut une recette qui leur coûte pas cher. Et donc le souci, c'est le prix. Et donc en fait, il faut vraiment expliquer tout le prix et finalement d'être transparent. Et quand je parlais d'hybridation et même de solutions plus vertueuses, c'est d'être plus transparent aussi dans la communication et donc de plus faire du greenwashing, mais si on explique qu'on fait quelque chose de mieux et pourquoi et comment, finalement c'est pas du greenwashing, c'est juste montrer une amélioration et finalement on est quand même dans le vrai, dans la vraie réalité de se dire il y a moins de produits final de rejeter dans les eaux, puisque c'est ça aussi le plus important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, parce que j'ai travaillé un peu ces chiffres-là, en teinture synthétique, je crois qu'il y a 15% des colorants en fait qui ne sont pas fixés sur le tissu, qui vont directement dans les eaux usées. 15%, c'est énorme. Si on fait la même chose avec un colorant naturel, du fait qu'il soit naturel, en fait, la répercussion et l'impact écologique et environnemental dans l'eau est beaucoup plus faible. Plus réduit. Donc déjà, rien que est beaucoup plus réduit, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de connaître aussi l'existant, de pas non plus crier haro sur synthétique parce que il existe aujourd'hui et on en porte tous. À ce moment-là, il faudrait plus acheter de vêtements colorés en synthétique. Les extrêmes ne sont jamais bons. Enfin, pour moi, je pense que c'est pas la solution. Il faut vraiment travailler ensemble pour que justement on avance et que des choses concrètes se fassent. Sinon, on n'y arrivera pas. Pour le moment, je trouve que le chemin des invités, c'est vraiment de dire que il faut faire ça avec bonne intelligence, sans radicalité. Et donc, voilà, ton témoignage appuie là-dessus. J'aimerais aussi qu'on aborde, donc tu en as déjà largement parlé, mais si tu as encore des choses à nous dire sur les partenaires, que tu travailles avec des labos, tes fournisseurs, vers qui tu te tournes, comment tu fonctionnes? Alors, moi, c'est vrai que géographiquement, en étant à La Rochelle, j'ai la chance d'avoir à Rochefort le Crit Horticole qui a travaillé depuis 20 ans sur les plantes tinctoriales. Donc, je travaille en partie avec Couleurs de Plantes. Et ils ont aussi un labo auquel j'ai la chance d'avoir aussi accès. Donc, je peux valoriser aussi les recettes que je fais d'abord chez moi, puis après les faire en labo, puis après aller en labo teinturier. Ils ont une grande palette et aussi des plantes régionales. Donc, c'est assez intéressant pour ça.
Greening est un complément aussi puisqu'il a pas les mêmes les mêmes produits. Donc c'est intéressant d'avoir justement cet acteur. Je recherchais tout à l'heure, il y a Érubescence aussi qui travaille sur la Garance dans le sud de la France, qui travaille justement sur un extrait de Garance très pur. Et c'est une toute petite structure. Et en fait, voilà, après, ça c'est par rapport aux fournisseurs. Moi, j'aime bien aussi dans mes ateliers me fournir auprès des AMAP parce que avoir des plantes tinctoriales pour les étudiants et même pour montrer d'où vient la couleur, c'est important aussi de montrer d'où vient, enfin ce qui est la plante à la base. Et donc, c'est vrai que je travaille aussi avec les AMAP pour avoir ma matière première. Donc on va les citer puisqu'il y en a que 2. Il y a la map Tinctilis et il y a la map tinctoriale des Cévennes. Oui. Voilà. Et donc on a cherché, mais apparemment il y en a que 2 pour l'instant en France. Et après, donc, j'ai été contactée moi par des jeunes agricultrices aussi, mais qui justement leur production sont pas encore en cours parce qu'il faut quand même 1 an de récolte minimum, voire pour la Garance 3 ans pour les racines. Donc après, voilà, faut suivre les cycles de vie. Donc ça, c'est pour les matières principales. Après, en formation, forcément, Michel Garcia étant le grand référent. J'ai parlé de Magali Bontou avec l'herbier à couleur. Il y a aussi, je parlais de Marie Longhi à Essina, donc à Pau. Couleur ton monde à Sceaux. Enfin, il y a déjà pas mal de gens, en fait, aujourd'hui qui font des formations et qui sont très riches. Il y a l'ENAMAC aussi, maintenant, aussi, qui est très important. Je regardais même encore hier, ils ont une formation qui a l'air très, très riche. Et puis après, c'est aussi l'université de Béthune dans le Nord, justement, eux qui valorisent la biomasse. En fait, là, c'est de la pure d'oignon, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que la pure d'oignon teint très bien. Et là, ils veulent justement faire un extrait pour qu'on puisse aussi industrialiser. Ils remettent aussi, pour le bleu, il y a le bleu d'Amiens. Et c'est vrai qu'il y a aussi la filière du bleu qui est en train d'être reprise aussi bien dans la région donc de la Somme. Je sais qu'en Normandie, il se passe quelque chose. Il y a le bleu de l'Exour dans le sud. Il y a le pastel, forcément. Et même en Occitanie, enfin voilà, il y a énormément de choses qui se passent. Et c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique aujourd'hui, je trouve, au niveau des couleurs françaises, parce qu'il y a toute la diversité avec le réséda, la garance, justement le bleu, et finalement on a les 3 couleurs primaires presque principales avec lesquelles après on peut tout faire. Et puis après, il y a toutes les plantes qu'on peut glaner, récolter, puisque comme l'a très bien souligné justement Greening dans le reportage que tu as fait, à la base, ce sont des plantes sauvages et il y a énormément de plantes justement qu'on peut trouver pour teindre aujourd'hui. Tu as parlé des matières premières, tes partenaires, tu as parlé des formations. Est-ce que tu vois d'autres personnes? Oui, alors moi je voulais parler aussi des matières premières parce que on parle alors la laine, moi c'est en fait ma spécialité c'est justement les cellulosiques puisque les vêtements sont faits en fait les 3/4 de nos vêtements, je dirais 80%, c'est soit du synthétique, soit après c'est le coton qui vient en numéro 1 et la laine, la soie et le lin et le chanvre arrivent après. Que aujourd'hui coton made in France, il y en a pas beaucoup. Il y a la société Jeanfil mais ça c'est plus pour encore à très petite échelle. Le lin et le chanvre sont vraiment en train d'être acteurs aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui se font. Et moi, enfin même en Nouvelle-Aquitaine, en fait, il y a déjà pas mal d'acteurs qui sont sur le développement, aussi en Normandie et dans le Nord avec le lin. Et puis la laine qui est très travaillée en Occitanie. Donc là, je repense encore à Icina, mais c'est vrai qu'il y a même des acteurs, des teinturiers comme Plou en Aubissement qui teignent déjà des balles de laine à échelle industrielle. Donc ça, c'est super chouette parce qu'ils ont même, eux, ils ont 2 stations d'épuration, une pour la station d'épuration synthétique et une pour la station d'épuration naturelle. Et puis, ils teignent justement en grande quantité de la laine. À Lyon, il y a Fibre Bio qui fait de la soie. Et voulais reparler de la soie aussi puisque justement, moi, pour avoir été dans un atelier de soierie à Tours, juste avant de faire mon lancement, je dirais, de projet, la soie aussi est une matière protéinique comme la laine. Et ce sont des matières qui prennent vraiment bien la couleur naturelle. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a vraiment des acteurs qui reviennent sur la soie. On va avoir donc des acteurs sur la laine, on va avoir des acteurs sur le lin, sur le chanvre. La soie, je t'avoue que je suis un petit peu en galère. Est-ce que tu as des noms, des noms d'entreprises qui sont acteurs sur la soie? Alors en soyeux, en fait, donc il y en a encore 3 en France. Donc il y aurait Maison Jean Rose dans laquelle j'ai travaillé. Il y a à Tours. Donc c'est pas très loin du coup. Mais après à Lyon, c'est Tassinari et Châtel et la Maison Prel en fait qui sont 2 soyeux qui vont venir leur soie d'Italie ou du Brésil. Mais en tout cas, il y a vraiment encore des fabricants de soie. Et il y a une autre petite structure qui s'appelle Auvert à soie aussi au sud de Paris qui travaille aussi, qui en tout cas intègre cette matière. Enfin travaille le fil et est fournisseur de fil de soie. Okay. Et il y a aussi Séricine
qui travaille justement le verre à soie différemment, mais qui, elle, fait du marketing, enfin pas du marketing, mais qui propose justement d'autres aspects avec le verre à soie. Au lieu qu'il fasse un fil, elle fait une nappe de soie en fait. Et donc c'est intéressant parce qu'elle le travaille comme un papier. Donc D'accord. c'est vrai qu'au niveau des matières et des matériaux, après il y a plein de choses. Et il y a Origine Tissage aussi qui, elle, fait du tissage à la demande, dans le sens qu'elle fait des précommandes de tissage en mélangeant justement des fibres françaises nobles, aussi bien le lin, le chanvre et des matières premières d'assez grande qualité. Top. J'aurais dû dire aux auditeurs de prendre un calepin pour tous les contacts. Je vais avoir du boulot pour le descriptif de l'épisode. Bon, ok, bah c'est bien, ça nous fait un sacré tour de réseau. Quel est selon toi le plus grand frein pour un retour à la couleur naturelle à plus grande échelle? En fait, c'est de se dire que alors une couleur naturelle déjà, donc déjà elle est chère. Donc déjà il y a le prix qui peut freiner. Il y a toujours cette notion de vous travaillez des terres agricoles alors que ce seraient des terres alimentaires. Donc ça, je pense que c'est aussi un non-sujet parce que finalement, comme les plantes tinctoriales sont justement une énorme quantité de colorants, il n'y a pas besoin d'en planter beaucoup pour que ça fonctionne. Donc déjà, c'est bien. Puis ça valorise aussi l'agriculteur de planter des plantes tinctoriales. Après, c'est aussi les solidités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on compare toujours malheureusement un colorant synthétique avec le colorant naturel. Il sera toujours comparé. Et on a réussi aujourd'hui en synthétique à avoir des super cahiers des charges que l'industrie justement demande des échelles de couleurs à être à 8, des échelles de lumière pareil à être à 8. Et en fait, c'est pas possible. En naturel, en fait, Qu'est-ce que tu entends par être à 8? 8, pardon, c'est-à-dire qu'il y a des échelles de test qui soient de 0 à 5 et l'échelle lumière est à 0 à 8. Et en fait, il faut avoir 8 pour être super bon tenu à la lumière. Et souvent, malheureusement, les colorants naturels, ils sont plutôt à 3, 4, suivant comment ils sont faits. Enfin, je parle de l'industrie, parce que quand on fait l'artisanal, ça tient très bien. Il y a des choses qui tiennent très très bien. L'indigo tient très bien, la guérance tient très bien, le résida aussi. Enfin voilà. Après, c'est plus que moi dans ce que j'ai fait aujourd'hui. Malheureusement, la solidité lumière, c'est souvent un défaut. Un des freins, ouais, d'accord. Okay. Un des freins. Mais après, dans les lingeries, ça marche. En fait, ça dépend aussi de là où on place le produit. Et puis, ça dépend de comment on place aussi la matière. Et finalement, avec chaque matière, il y a une réaction différente. Donc, en fait, on peut pas faire de généralité là où on a tendance à en faire, ou à dire que ça tient pas, ou à dire que les couleurs sont pas vives. Alors qu'en fait, on peut avoir sur des matières des très, très belles couleurs très vives et qui tiennent vraiment. Donc, en fait, c'est là où je pense que le frein, c'est la mauvaise presse aussi qu'on donne à la couleur naturelle. Parce que le côté aussi artisanal, même s'il est très beau et très artistique, a malheureusement aussi son défaut aussi quelque part, c'est que souvent on se dit oui ça tient une fois et puis dès qu'on va laver ça va se déteindre. Alors qu'en fait si pareil la liaison chimique elle est bien faite dès le départ, ça déteint pas. Ça tient même des fois 30 lavages en fait. Donc c'est pour ça c'est vraiment l'objectif de ce podcast, c'est à chaque fois de rappuyer et de lever toutes ces étiquettes qui sont collées à la teinture végétale qui sont fausses. Et je pense que c'est ça notre, je dirais pas le plus gros frein, mais notre pire ennemi quelque part, c'est de finalement revaloriser la couleur végétale à sa juste valeur. Et quand je parle de couleur, c'est que justement en sens large, pas forcément la teinture, mais dans d'autres milieux, c'est de dire que justement il y a vraiment des choses qui sont bien teintes et colorées, ou peints, ou imprimées, et qui tiennent très bien. Et justement les exemples que tu as montrés avec l'impression textile avec c'est Dominique Cardon. Dominique Cardon, mais avec Sandrine Rosier et son binôme Clément Bottier. Clément Bottier, voilà, pardon, qui ont fait des super beaux imprimés pour le cinéma. Et ça, c'est génial. Et je pense qu'au contraire, il faut vraiment montrer les exemples qui fonctionnent aujourd'hui. Et je pense que c'est important de dire qu'il y en a et qu'il y en a de plus en plus. Et que voilà, je pense que c'est ça aujourd'hui, c'est de vraiment revaloriser et de redonner ce sens-là à la couleur naturelle aujourd'hui. Top. Bon, maintenant, on va passer à des petites questions un peu tac au tac, rapides, d'inspiration, même si tu en as déjà donné plein. Alors, quelles sont pour toi, si tu devais me citer 3 personnes inspirantes, tu me dirais qui? Bon, alors, le premier, c'était Michel Garcia. Je l'ai cru comprendre. Voilà, avec son jardin et tout ce qu'il a fait. La deuxième personne, c'est Dominique Cardon,
parce qu'aujourd'hui, ces livres, en fait, sont vraiment des référents. Et après, je dirais presque la jeune génération, parce qu'en fait, on a tendance à parler de nos maîtres. Mais moi, ça a été une super rencontre, et donc c'est Marie Longhi, parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui est ouvert d'esprit, qui a envie que ça bouge différemment, et qui se donne les moyens de faire plein de choses, et je trouve ça génial. Enfin voilà, donc je pense que Marie Longhi de l'association ICINA à Pau. Voilà, pour qui ouvre le sujet et qui travaille aussi avec justement Colore ton monde asso, enfin voilà, qui est déjà en lien aussi avec plein de gens. Qui fédère aujourd'hui pour toi autour de la teinture végétale, et est-ce que c'est suffisant? Les fabricants quelque part fédèrent, les fabricants de pigments, pardon, des colorants, dans le sens que justement, si on les avait pas, on pourrait pas faire aujourd'hui de la couleur. Tous les acteurs en fait fédèrent, mais justement on n'est pas assez fédérés. C'est-à-dire qu'on est tous éparpillés. On en a parlé un peu en amont, mais moi ce que j'aimerais justement, c'est qu'un jour on ait peut-être une fédération nationale de la teinture naturelle, ou une association, ou une on va dire comme avant, on va dire une guilde. Voilà, des teintures naturelles. Mais c'est vrai que même au niveau des formations, on n'a pas suffisamment de formations reconnues. Presque, il faudrait aller déjà là-dedans. Le label, il y en a plein qui voudraient, mais il y a déjà plein de labels. Donc des fois, je me dis un label supplémentaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce que c'est encore perdre le consommateur. Mais par contre, avoir vraiment se dire qu'on aurait la Fédération française de la teinture naturelle, ça, j'aimerais bien qu'elle existe bientôt. Bah écoute, on va suivre ce sujet qui nous passionne toutes les deux. Si tu étais une plante colorante, laquelle serais-tu? Et pourquoi? Alors la garance, parce qu'il y a l'alizarine teinture. L'alizarine, en fait, c'est c'est la molécule colorante de la garance, et c'est ce fameux rouge qui est en plus une couleur qu'on peut dire française aussi, qui a énormément de force et qu'on n'arrive pas forcément toujours à avoir, parce qu'elle est très capricieuse, et en même temps parce que la garance, justement, elle est composée de plein de couleurs, plus de 19 principes colorants. Donc on peut avoir des roses, des rouges, suivant les matières, ça change à chaque fois. Et je pense que c'est une racine aussi, et c'est quelque chose de très fort. Moi, je viens d'un milieu viticole, et se dire que je viens de la terre, c'est le fait que la racine prenne ses forces aussi, la couleur prend ses forces dans la racine. C'est différent. C'est pas une plante, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une plante forte, on va dire, la garance. Ta fibre de prédilection, vu que tu es teinturière également? Alors, je me suis orientée sur les cellulosiques parce que c'était plus compliqué, à mon goût. Mais pour me rassurer, j'aime bien de temps en temps justement sortir un bon morceau de laine, ou et avoir une laine, ou même un travail sur le chanvre et le lin, qui sont vraiment aujourd'hui, moi je trouve, les matières à venir aussi dans le terme environnement écologique, et je pense qu'il faut vraiment valoriser ces matières-là. Donc le lin et le chanvre. Est-ce que tu pourrais nous recommander 3 livres que tu nous proposerais? Alors, je vais me regarder vers la bibliothèque. Il y a forcément les 157 couleurs de Paul Goutte de Dominique Cardon, qui est son dernier bouquin. Ouais. Il y a Peinture Nature aussi, Babs Belham, pardon. Parce qu'il y a aussi pas mal de choses qui se passent en Europe. Les Anglais sont très forts aussi aujourd'hui. Et dans le Nord, je parle du Danemark, et en Norvège aussi, il y a pas mal d'acteurs de la teinture naturelle. Voilà. Donc c'est pas forcément que des auteurs français ou francophones, en tout cas. Celui qui m'a servi le plus, en fait, justement, c'est le petit livre de Marie Marquet, le petit livre vert. Attends, je l'ai là. Guide des teintures naturelles, plantes à fleurs, Marie Marquet. Celui-ci qui est en fait pour une découverte, et même pour justement commencer, essayer. C'est très complet, ça parle du pH, ça parle de choses, quel mordant on devrait utiliser, et ça parle de plantes aussi bien connues que méconnues, et je trouve qu'il est très très complet. C'est vraiment le petit guide à avoir dans sa poche tout le temps, celui-là. Dernière question, à qui aimerais-tu passer le micro? Donc le but du podcast, je le rappelle, c'est qu'on parle de
la couleur végétale de la graine à la couleur finale. Et on a commencé avec Michel Garcia. Il a parlé de plusieurs personnes à qui il voulait passer le relais. Et en fait, ça ne fait que ça, de se passer le relais pour le podcast. Donc, quelles seraient, toi, tes 3 personnes? J'ai le droit qu'à 3. Ah bah, tu peux en dire plus. Non, vas-y. Non. En fait, je pense que dans les acteurs, dans les marques aussi aujourd'hui qui sont actrices de la couleur naturelle, moi, il y a une jeune marque qui s'appelle Néprin. Ils sont 2 teinturières justement je crois qu'elles sont dans le Berry. Il y a Mathieu Ruiz avec la marque Fresh aussi, qui fait un travail de kit et qui fait un gros travail de com sur la teinture naturelle qui est super intéressant aussi. Donc ça, pour moi, c'est aussi des jeunes marques et des jeunes aussi, donc c'est intéressant. Je dirais dans les mentors qui ont été aussi élèves de Michel Garcia, mais qui continuent aussi à se former et à former. Je parlais tout à l'heure Magali Bontou avec l'herbier à couleur, et aussi Miro Bolland qui fait de la laine en Belgique. Et puis, j'ai pas le droit à plus. Si, tu peux, vas-y. Tu peux. Non, mais après on en a déjà parlé, mais il y a déjà Marie. Oui, Marie Longhi. Après, je pense que moi, je suis à La Rochelle depuis 1 an et demi. On était, on va dire, 2 sur le réseau de la teinture naturelle. Et j'aimerais justement parler de Mikita, qui sont 2 teinturières qui sont à La Rochelle aujourd'hui, qui sont un binôme de teinturières, qui veulent aussi valoriser la teinture et la technique du shibori, la technique du motif justement, et puis qu'on une volonté de faire, enfin voilà. Et je trouve que faudrait presque t'interviewer toutes les teinturières de France. Mais voilà, nous on a commencé justement à se dire qu'il fallait qu'on fasse un petit peu de réseau, et plus on parle avec des teinturières autour de nous, des fois on arrive à se rassembler, on va dire, de temps en temps. Mais c'est hyper intéressant, et donc voilà, c'est pas forcément voir ça comme des concurrentes, bien au contraire, on est toutes des alliées de la couleur, et au contraire, on a toutes à apporter quelque chose de bien dans la couleur. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arecovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!